Dans les séquences précédentes, nous avions vu ce que sont les trois facettes des fonctions. Nous avions vu ce qu'est l'appel d'une fonction. Nous avons aussi vu dans une autre séquence ce qu'est le prototype d'une fonction. Dans cette séquence-ci, nous allons plus particulièrement étudier la notion de définition. Si je reprends l'exemple du calcul de la moyenne, la définition de la fonction moyenne, ce sont ces lignes ici en bas du programme. Nous allons maintenant nous focaliser plus particulièrement là-dessus. La définition d'une fonction sert, comme son nom l'indique, à définir une fonction techniquement, c'est-à-dire à spécifier le corps de la fonction, c'est-à-dire l'ensemble des instructions qui ont fait qu'on a choisi de faire cette fonction. Plus particulièrement, la définition d'une fonction va commencer par la donnée de l'entête de la fonction, c'est-à-dire le début du prototype sans le point-virgule, où je vous rappelle que l'on définit d'abord le type, puis le nom de la fonction, et enfin, entre parenthèses rondes, l'ensemble des paramètres que l'on souhaite fournir à la fonction. Pour la définition, derrière cette entête vient ensuite le bloc qui est le corps de la fonction. Ce corps, c'est donc un ensemble d'instructions C++ usuelles que l'on a mis donc dans un bloc ici et qui contient une ou plusieurs expressions return qui mettront fin à l'exécution du corps de la fonction. Si je prends un exemple, l'exemple de la fonction moyenne, on retrouve ici l'entête de la fonction avec le type de retour, double. La moyenne va retourner un double, son nom, et puis la liste des deux arguments. Ici, on va faire la moyenne entre deux nombres, x et y. Puis dans la définition, on a donc le corps ici de la fonction, qui est ce bloc qui ici est réduit à une simple instruction return sans plus. Le corps de la fonction est donc simplement un bloc au sens C++, c'est-à-dire un ensemble d'instructions C++ comprises entre une accolade ouvrante et une accolade fermante. La seule différence, c'est que l'on dispose de variables supplémentaires dans ce bloc qui sont les paramètres de la fonction que l'on peut utiliser dans ce bloc comme n'importe quelle variable usuelle. La valeur retournée par la fonction est indiquée par l'instruction return. Cette instruction est suivie par une expression au sens C++ qui sera évaluée et qui donnera la valeur que la fonction va retourner. Cette expression doit donc bien sûr être de même type que le type de retour de la fonction. Dans l'exemple du calcul de la moyenne, nous avons donc ici le corps de la fonction, qui est ce bloc ici, qui est très simple dans ce cas-là, qui ne contient qu'une seule instruction return, laquelle instruction return va donc évaluer l'expression qui est ici. Vous voyez que l'on récupère donc et que l'on peut utiliser les deux paramètres x et y. L'expression sera évaluée, donc on va faire x plus y, puis on va diviser par 2, et le résultat, qui est bien sûr de type double, sera renvoyé par la fonction au reste du programme. L'instruction return fait donc deux choses. Elle permet de préciser la valeur de retour qui sera fournie par la fonction au reste du programme, et elle termine l'exécution du corps de la fonction. Dès le premier return rencontré, la fonction s'arrête et retourne la valeur correspondante à l'expression. Très souvent, vous trouverez dans du code des expressions return relativement simples qui se réduisent simplement à un nom de variable, comme par exemple return x ici, où x est un nom de variable, ou même des valeurs, par exemple return 3 pour envoyer la valeur 3. Mais ceci est un cas tout à fait particulier. On peut absolument, et comme on l'a vu précédemment, utiliser une expression complète au sens C++, et c'est ça qui est le cas général d'évaluer une expression complète. X et 3, ici, sont simplement des expressions particulières. Quelques remarques concernant l'instruction return sur lesquelles il est peut-être important d'insister. Tout d'abord, on peut placer plusieurs instructions return dans une même fonction. Prenons un exemple simple ici d'une fonction qui va retourner le maximum de deux valeurs, disons ici a et b. J'appelle ma fonction max2 tout simplement parce qu'il existe déjà une fonction max dans la bibliothèque standard du C++. Regardons le corps de cette fonction. On commence par déclarer une variable ici m, puis si a est plus grand que b, alors on va recopier a dans m, et sinon, c'est-à-dire si b était inférieur ou égal à a, alors à ce moment-là, la valeur de m sera la valeur de b, et puis on retourne la valeur de m.
Mais on aurait pu très bien écrire ce code ici avec simplement 2 return de façon un petit peu plus compacte. Donc le prototype reste le même. Mais ici, si A est plus grand que B, on return A. Ce qui aura l'effet que si effectivement A est plus grand que B, on va évaluer cette expression et la retourner. Et on va s'arrêter ici. Le return fait que l'on s'arrête à cet endroit-là. Si par contre B était inférieur ou égal à A, alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que cette instruction if va directement sauter ici, et à ce moment-là, ça sera ce return-là qui sera exécuté. Notez bien qu'il n'y aura qu'un seul return exécuté pour un appel donné de cette fonction. Deuxième remarque, l'expression qui suit une instruction return dans une fonction doit bien sûr être de même type que le type de retour indiqué dans l'entête de cette fonction. Donc, par exemple, ici, si j'ai une fonction f qui ne prend pas d'argument mais qui retourne un double, alors à ce moment-là, tous les returns dans cette fonction devront être de type double. Et ici, j'ai une expression qui retourne b de type booléen, donc ceci n'est pas correct, ça va me générer une erreur. Troisième remarque concernant l'instruction return doit bien sûr être la dernière instruction exécutée, puisque l'instruction return met fin à l'exécution de la fonction. Ça n'a donc pas de sens de mettre des instructions derrière un return. Prenons l'exemple ici d'une fonction lire qui doit retourner un double en l'ayant lu sur l'entrée standard. Elle commence par afficher un message sur la sortie standard, puis ensuite elle déclare une variable de type double de nom n et initialisée à 0. Elle lit la valeur de ce double sur l'entrée standard, et enfin, elle retourne au reste du programme la valeur de n. Et à ce moment-là, la fonction lire est terminée. Il n'y a donc absolument aucune raison de mettre une instruction ici. Derrière, c'est complètement erroné. Quatrième et dernière remarque, enfin, concernant l'instruction return. Le compilateur doit toujours pouvoir exécuter un return. Je reprends ici l'exemple de la fonction lire écrite un tout petit peu différemment. On retrouve donc ici la demande d'entrer un nombre à l'utilisateur, la déclaration et initialisation de la variable n, la lecture sur le clavier de la valeur de n, mais ici on a simplement donc un test. Si n est strictement positif, alors, à ce moment-là, la fonction va exécuter ce return et donc terminer et renvoyer la valeur de n. Mais que se passe-t-il si n est négatif? C'est tout à fait possible que n soit négatif. On pourrait tout à fait imaginer qu'à ce niveau-là, l'utilisateur ait rentré une valeur négative. À ce compte-là, le test ici va être faux et donc la fonction va sauter après le if et va se retrouver ici. Et vous voyez qu'à partir de là, il n'y a plus rien à exécuter. On va donc terminer la fonction sans return. Ceci n'est pas possible et donc le compilateur va vous renvoyer une erreur. Le compilateur vérifie qu'on doit terminer la fonction chaque fois en ayant une expression return qui retourne un double puisque c'était le type de retour de la fonction. Donc dans ce cas particulier, ce que l'on aurait pu faire, c'est corriger par exemple la fonction et éventuellement rajouter ici une boucle qui reprend tout ce bloc ici, tant que, par exemple, la valeur de n est négative ou nulle. On répète alors le bloc qui demande la question et qui fait saisir un nombre, ce qui aurait donc permis de tout le temps terminer avec une bonne condition. Plus précisément, puisque l'on veut d'abord demander à l'utilisateur d'entrer une valeur avant de tester si cette valeur est positive ou négative, il s'agit ici, bien sûr, d'une boucle do while. Donc on va écrire la boucle do while, ici, avec comme condition, on va demander la question tant qu'on n'a pas la bonne réponse. On voulait ici, dans la version de départ du programme, que n soit positif pour avoir une bonne réponse. Donc on va ici demander tant que n, répéter, while, tant que n est cette fois-ci négatif. Tant que n est négatif, il faut répéter la boucle. Et dès que n sera positif, à ce moment-là, on pourra retourner la valeur. Donc on peut déjà écrire ici le return. Ensuite, donc, dans la boucle, on va saisir la réponse de l'utilisateur, donc commencer bien sûr par lui écrire la question, et ensuite saisir sa réponse. Donc c'est ça qui va faire l'objet d'une boucle. Donc on écrit
ici donc bien sûr le message, et puis la lecture dans la variable n. Reste maintenant à déclarer cette variable n. Comme on l'utilise ici dans la condition du while qui est hors du bloc do while, et qu'on l'utilise aussi ici en retour, on va déclarer la variable hors du bloc pour pouvoir l'utiliser hors du bloc. Donc on va la déclarer ici au départ, l'initialiser avec une valeur qui fait sens, donc par exemple 0. Et voici donc la formulation précise qui corrige l'erreur précédente. Voyons maintenant quelques cas particuliers de fonctions, à commencer par exemple par une fonction qui n'a pas de valeur de retour. Je dois d'abord vous rappeler qu'une fonction en programmation n'a rien à voir avec une fonction mathématique. Une fonction en programmation, c'est simplement un ensemble d'instructions que l'on a réservé de côté, que l'on a nommé. Et donc cet ensemble d'instructions peut tout à fait n'avoir aucune valeur de retour, n'avoir aucun résultat à fournir au reste du programme. Une telle fonction, c'est ce que l'on appelle parfois une procédure. Une fonction comme ceci, donc, va avoir besoin d'une déclaration particulière. La déclaration particulière de son type, puisqu'elle ne renvoie rien, ça sera d'utiliser le mot réservé void pour indiquer qu'elle n'a pas de type de retour. Donc si je prends l'exemple ici en bas du transparent, la fonction afficher racine va simplement afficher quelque chose sur le terminal et elle n'a pas besoin de retourner quelque chose au reste du programme. Donc on va définir son type de retour entre guillemets, indiquer qu'il n'y a pas de retour par le mot réservé void. Comme une telle fonction ne retourne rien au reste du programme, elle n'a pas besoin d'instruction return et donc l'instruction return dans de telles fonctions est optionnelle. Cependant, il pourrait être utile de devoir arrêter préalablement le corps de la fonction, en fonction par exemple d'un if. À ce moment-là, on peut tout à fait mettre un return dans le corps de la fonction et le return simplement est écrit avec un point-virgule derrière. Donc si je reprends l'exemple de la fonction affiche racine, ici en bas du transparent, qui retourne donc rien du tout puisqu'elle fait que simplement afficher sur l'écran la racine carrée de l'argument reçu. Si A ici est négatif, alors il faut simplement ne rien afficher puisque la racine carrée d'un nombre négatif n'est pas définie. Et donc on va provoquer ici l'arrêt du corps, l'arrêt de l'exécution du corps de la fonction par une instruction return qui ne contient absolument aucune expression à renvoyer, qui ne contient rien derrière lui. Et si A par exemple était positif, à ce moment-là, le if bien sûr ne s'exécute pas et le corps de la fonction continue normalement ici en exécutant donc l'affichage de la racine carrée. Autre cas particulier de fonction, les fonctions sans paramètres. On peut tout à fait définir des fonctions qui n'ont besoin d'aucun paramètre de l'extérieur pour fonctionner, pour faire ce qu'elles doivent faire. On a déjà vu cela dans le cours sur les prototypes. Il suffit alors simplement dans l'entête de mettre une liste de paramètres vides. C'est simplement deux parenthèses comme ceci, sans rien à l'intérieur. Par exemple, si je vais une fonction saisie dont le but est de demander un nombre double à l'utilisateur sur le terminal, cette fonction doit retourner un double, mais elle n'a besoin d'aucun paramètre. On va alors déclarer ici une variable, par exemple un nombre de points, à le demander à l'utilisateur, qu'on va déclarer de type double. Ici, le type qu'on va utiliser, ça va être le même type que le type de la valeur de retour, puisque c'est cette variable qu'on va utiliser pour retourner la valeur au reste du programme. Donc on déclare cette variable ici nombre point, on l'initialise à 0. Ensuite, on pose la question à l'utilisateur d'entrer un nombre de points. On va lire sur le terminal le nombre de points que l'utilisateur doit nous fournir. Et puis, tant que le nombre de points est négatif ou qu'il est plus grand d'un certain seuil, ici par exemple 100, alors à ce moment-là, on va reboucler et demander à l'utilisateur. Et quand on aura enfin une valeur correcte, à ce moment-là, on retourne au reste du programme le nombre de points que nous aura donné l'utilisateur. Vous voyez donc que le programme qui va utiliser, qui va faire appel à saisie, n'a absolument besoin de ne rien passer ici comme argument. La fonction saisie travaille tout à fait de façon autonome. Dernier cas un peu particulier de fonction, la fonction main, la fonction principale. Donc main est bien une fonction comme pratiquement toutes les autres, simplement c'est la fonction qui est appelée au tout début du programme. Cette fonction a un prototype particulier, elle en a en fait deux, mais le prototype qu'on utilisera dans ce cours, c'est le prototype suivant. Elle doit retourner un entier int et ne recevoir aucun argument. Donc la façon standard de définir
main est la suivante. Cet entier int ici qu'on retourne au reste du programme, c'est ce qu'on retourne au programme qui a appelé notre programme, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous allez lancer votre programme. Et ça va être typiquement un code d'erreur avec la convention que la valeur 0 indique par convention que le programme s'est bien déroulé ici. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Okay, donc c'est peut-être un peu surprenant, mais c'est une convention habituelle. 0 veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. En général, on utilise ici un code d'erreur plus grand que 0, 1, 2, etc. pour indiquer qu'il y a une erreur. Mais ça sort du cadre de ce cours. Juste aussi pour signaler un autre prototype, le seul autre prototype autorisé ici pour main que l'on peut parfois rencontrer dans certains environnements de développement, c'est celui que vous aurez de façon standard. C'est un prototype qui prend deux arguments, mais ça nous emmènerait un petit peu trop loin d'expliquer ici ce que sont ces deux arguments. Ce sont simplement des paramètres que l'on pourrait recevoir de l'environnement dans lequel vous allez lancer votre programme.